Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre avec Alice Rahimi, comédienne et fille de Atik Rahimi, le romancier franco-afghan, auteur du célèbre Singé Sabour, prix Goncourt 2008. L'ouvrage Si seulement la nuit, édition POL, qu'ils présentaient tous deux à la librairie Ombre Blanche le 29 juin 2022, à l'invitation du Marathon des mots, est le fruit de leur correspondance lors du confinement 2020 et dans laquelle ils évoquent le récit de leur famille bouleversée par la politique, l'exil et l'art. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui, cet après-midi, si nombreux, à la rencontre de nos deux invités, que nous sommes absolument ravis, honorés, enchantés de recevoir, Alice et Atik Rahimi, qui viennent nous présenter un ouvrage singulier, un livre de correspondance composé de lettres échangées dans deux moments particuliers de l'année 2020, deux moments particuliers que sont les deux confinements de cette année 2020. L'ouvrage s'intitule « Si seulement la nuit » et il est publié chez POL, comme la majorité de l'œuvre d'Atik Rahimi. Bonsoir à vous, donc à vous deux. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation à la fois de la librairie et surtout du festival du Marathon des mots. Merci à vous. Merci à vous. Là, on est un peu gêné de voir qu'il fait chaud. Alors, je dis juste quelques mots de présentation avant de vous laisser la parole. En commençant par vous, Alice. Donc, vous êtes actrice, comédienne, diplômée du conservatoire et bientôt à l'affiche du long métrage qui est déjà tourné, qui a été présenté à Cannes, mais qui n'est pas encore sorti. Les Nuits de Machad, un long métrage d'Ali Abbasi, donc qui a été présenté au dernier festival de Cannes. Atik Rahimi, vous êtes romancier, écrivain. Vous avez publié votre premier livre en 2000, Terre et cendres. Vous avez une bibliographie qui est déjà conséquente. On peut citer naturellement le Singé Sabour, Pierre de Patience, qui est paru en 2008 et qui a obtenu le prix Goncourt, et qui était votre premier livre écrit directement en français, les trois premiers étant traduits du persan. Et la langue, le français, que vous avez utilisé pour vos romans suivants, notamment Maudit soit Dostoïevski ou Les porteurs d'eau. Vous êtes également cinéaste et réalisateur. Vous avez adapté 2 de vos propres ouvrages, ainsi que plus récemment un roman également, une adaptation de la romancière franco-rwandaise Scholastique Mukasonga. Donc ce livre-là dont on va parler ce soir, Si seulement la nuit, ce soir, cet après-midi, c'est donc une correspondance, donc un genre particulier. C'est la première fois que vous publiez l'un et l'autre une correspondance, je crois, vous n'aviez jamais publié de lettres auparavant. Non. Si j'ai publié, mais comme ça, des lettres que j'écrivais, pas directement à quelqu'un présent, notamment à ma fille. J'écris à Albert Camus, j'écris une lettre imaginaire à Albert Camus. Simplement, et à Duras aussi j'ai écrit, donc oui. Donc... Camus, oui, indirectement. Donc ce livre, c'est un dialogue intime entre un père et sa fille, entre une fille et son père, et c'est aussi un échange entre 2 générations. C'est l'affirmation d'une jeunesse, d'une nouvelle génération peut-être par rapport aux générations précédentes. Et c'est peut-être essentiellement d'abord une discussion, une réflexion sur l'identité, l'appartenance à des racines, à une double culture, à une double histoire familiale et politique pour l'un et l'autre, entre donc l'Afghanistan et la France. Et donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui est très, très riche, très émouvant à lire. Et donc je vais vous laisser la parole, peut-être en commençant par justement une lecture pour qu'on puisse entendre un petit peu le texte, avant quelques questions, un échange plus formel. Vas-y, alors, à toi. Voilà. Tu veux parler ? Qu'est-ce que je peux dire ? Oui. Ça,
Elle m'en veut toujours parce que j'ai pas sur moi le livre qu'on avait justement annoté. Alors, c'est une lettre que je t'ai écrite le 5 novembre. Tu veux que je te prenne? Voilà. Non, c'est bon, t'inquiète. Sinon, voilà. Attends, j'ai plus de voix en plus. Parfois, avant de dormir, je me dis que si mes parents n'étaient pas partis à temps, j'aurais pu naître en Afghanistan. Mon roman aurait été tout autre. Je me raconte que j'aurais été sûrement à l'université de Kaboul. Là-bas, j'aurais étudié la sociologie, la politique, l'économie, le français, l'anglais et pourquoi pas le chinois. J'aurais été une féministe pure et dure dans un pays où il y a tout un combat à mener. J'aurais été la voix de toutes ces femmes étouffées par cette société religieuse patriarcale dans laquelle le masculin incarne l'être supérieur et universel. J'aurais organisé via les réseaux sociaux des manifestations dans chaque grande ville d'Afghanistan afin que les jeunes descendent dans les rues et fassent entendre leur voix contre les oppresseurs. J'aurais embrassé passionnément ma copine sur la place la plus connue de Kaboul. J'aurais mis ma vie en danger. J'aurais été une performeuse, politicienne, sociologue, féministe, parce que là-bas c'est un métier, écrivaine, membre d'une association visant à protéger le droit des enfants, avocate. J'aurais accouché en public dans les rues de Kaboul pour dire aux hommes « Voilà d'où vous sortez, alors n'ayez pas peur de ce sang, de ce sexe, de mes cris. » J'aurais été menacée, torturée, emprisonnée, mais j'aurais eu toujours un coup d'avance sur les oppresseurs. Ma vie entière aurait été un combat. J'aurais été une honte ou une fierté pour vous. Pour certaines, j'aurais souillé l'image des femmes, pour d'autres, je l'aurais sublimée. J'aurais été enterrée dans la fosse commune où mon corps se serait décomposé aux côtés des autres membres de ma sororité. Je n'aurais peut-être rien fait de tout cela. Je n'aurais pas eu le temps, parce que ma mère aurait perdu trop de sang à l'hôpital et qu'elle n'aurait pas pu être prise en charge correctement. L'hôpital n'aurait pas eu les moyens nécessaires, comme j'ai pu le voir une fois à Kaboul. Dans une petite et pauvre maternité, une infirmière est sortie en criant « Qui appartient au groupe sanguin AB ?» Malheureusement, j'ai vite compris que personne ici ne savait à quel groupe sanguin il appartenait, ce qui explique le silence opposé au cri de l'infirmière. Une femme perd trop de sang, nous avons besoin de sang. Quelques minutes plus tard, nous avons appris qu'elle était morte et que le bébé n'avait pas survécu. J'aurais pu être ce nouveau-né mort. J'aurais pu. J'aurais peut-être survécu et à mon âge, j'aurais déjà eu 3 enfants. 30 kilos en plus et de gros doigts potelés à qui on aurait appris à cuisiner, coudre, nettoyer, ouvrir et fermer le Coran, égrener le tasbih. J'aurais regardé toutes les délicieuses séries turques doublées dans un persan mélodieux, digne des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art. J'aurais cuisiné les meilleurs mantous du quartier, d'ailleurs le mollah d'à côté en aurait raffolé. J'aurais envoyé mes enfants dans la meilleure école coranique de Kaboul, qui appartiendrait aux frères de mon mari. Ainsi, la vie s'écroulerait au rythme des naissances, mariages, décès, enterrements, cérémonies. Vous auriez eu 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. L'idée de ces différentes possibilités d'existence en Afghanistan m'angoisse, puis m'amuse, et puis me rassure, me berce, pour enfin m'endormir. Bonne nuit, Boba. Maintenant, à moi de trouver. Alors, c'est toujours... Toi, tu t'en souviens? Ah bah voilà, c'est bon, c'est bon. C'est ça, voilà. Voilà, et ça, cette lettre, je l'ai écrite 17 avril, justement, pour répondre à Alice, parce qu'à un moment donné, elle m'avait envoyé une lettre comme quoi il ne pouvait plus écrire, etc. Et oui, ma vie, le petit machin, ça veut dire le Covid, nous abandonne tous et lâchement à cette incertitude, à ce silence, à cette détresse, de sorte que tout devient vain. Il est impossible de tracer un mot si on ne peut ni crier ni rire, de gestes essentiels qui résonnent dans le verbe même écrira.
Ah, le génie de la langue française. Tant pis si un tel mot n'existe pas dans d'autres langues. Pour Kundera, comme pour Salman Rushdie, le rire est le propre de l'art romanesque. Mais en poésie, c'est le cri, je pense. Ce qui caractérise la littérature persanophone. Dans la poésie est le fondement. Tout est cri, des cris mystiques, amoureux ou héroïques, mais pas humoristiques, ou très peu. Alors que dans la vie, les Afghans, comme les Iraniens, sont souvent hilars entre eux dans leur intimité. Tu l'as forcément remarqué. Sans doute t'ai-je raconté cette histoire de mon héros Mollah Nasruddin. J'aime la reprendre encore et encore. C'est le propre des histoires drôles, comme de la poésie. Elles sont créées pour être répétées à l'infini, parce qu'elles sont suspendues dans le temps, sans fin aucune. Elles s'inachèvent dans nos esprits. L'histoire. Depuis quelques jours, les voisins entendent le mollah, confiné chez lui, crier haut et fort. Dérangés et inquiets, et se réunissent devant sa porte pour comprendre ce qui peut bien faire hurler Nasruddin de la sorte. Personne ne leur ouvre la porte. Ils la forcent, la trouvent leur voisin assis sur la terrasse de sa maison, pantalon baissé et une grosse aiguille à la main. « Mais mollah, que fais-tu? Pourquoi cries-tu » lui demande-t-il. « Oh, ça me fait mal, répond mollah, de me piquer les couilles avec cette aiguille. »« Mais alors pourquoi te piques-tu » ? Pour pouvoir crier. Merci pour cette lecture qui donne un peu effectivement le ton de la correspondance. Il y a à la fois de l'humour, pas seulement, beaucoup aussi de choses plus graves sur l'exil. On aura l'occasion d'y revenir. Une première question sur justement cette habitude de la correspondance. Est-ce qu'elle est née entre vous avec le confinement ? Est-ce qu'elle préexistait au confinement ? Et est-ce que vous la poursuivez aujourd'hui, cette expérience de la correspondance, tous les deux ? En fait, on s'envoyait des messages comme ça, à titre, enfin, des choses un peu quotidiennes en fait qu'on s'envoyait auparavant, mais on n'a jamais entretenu une correspondance, enfin, structurée ou dans laquelle on va se poser des vraies questions ou en fait, ou oser en fait poser certaines questions. Je crois que c'était le temps du confinement qui nous l'a permis. Mais avant, non, c'est énormément de choses qu'on s'envoyait comme des extraits. C'était énormément d'échanges, mais pas d'échanges sur nos vies, pas d'échanges sur nos réflexions, sur des questions qu'on avait comme ça dans notre tête. Et puis après, la mise en récit, demander. Ça, on ne l'avait jamais fait. Non, c'est vrai que maintenant, avec tous les moyens de communication, évidemment, on s'envoie toujours des SMS ou envoyer des références de quelques livres, les extraits de livres ou les morceaux de musique, quelque chose comme ça, mais on ne s'était jamais écrit directement comme ça. Là, c'était une occasion assez particulière parce que, comme tout le monde, on était séparés. Moi, j'étais dans mon atelier tout seul, Alice dans son studio aussi, toute seule. Donc, et elle, justement, elle travaillait sur son dernier spectacle au conservatoire. Donc, comme je la connais, elle était toute seule. Et en plus, on voyait que le spectacle a été annulé, etc. Donc, je m'inquiétais pour elle. Et je lui ai envoyé un petit mot très simple, la première lettre. Puis, elle m'a répondu. Elle m'a répondu directement et avec un regard, avec certains mots j'ai senti que ça y est, elle voulait me dire quelque chose. J'ai senti qu'elle avait des questions à me poser, qu'elle avait envie de comprendre certaines choses chez moi, dans ma famille peut-être, et etc. Donc voilà, petit à petit, c'est parti.
vers ce livre, mais on n'avait pas du tout envie de raconter. Bon, enfin, on s'était raconté beaucoup de choses, évidemment. Ce livre est une sélection de lettres. Elles ne sont pas toutes ici. Et oui, on s'est discuté beaucoup, comme si on n'avait pas eu le temps, durant toutes ces années que j'ai grandi au foyer, on n'avait pas eu le temps de se parler. Et Alice, vous dites à un moment que vous n'arrivez pas à vous sentir concerné parce que votre père vous raconte dans ses lettres que vous le lisez comme le lirait un lecteur étranger, non pas comme le lirait sa fille, lirait les lettres de son père. D'où venait ce trouble et comment est-ce qu'il a été surmonté, peut-être justement en entrant encore plus intimement dans les détails de l'histoire de la famille ou... Oui, c'est ça. C'est que, en fait, les détails faisaient que j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire qu'on a eu tout cet échange. Et à un moment, au milieu de l'échange, je m'arrête et j'étais en train d'écrire une lettre. Et à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, les mots qu'il est en train de m'adresser et ceux que j'étais en train de lire, j'avais l'impression de lire, en fait, de lire Attic comme auteur et non pas comme père, en fait. Et... Alors que c'est étrange, alors qu'il m'adressait les lettres, évidemment, c'était des tus, c'était des lettres très adressées, mais je crois que c'était aussi pour aller l'embêter un peu. Je pense aussi que cette lettre est sortie alors que je savais bien que les lettres m'étaient adressées, mais il y avait quelque chose où il y avait tout le temps une espèce il y avait un combat presque un peu à ce moment-là. Oui, mais c'était pas pour les premières lettres. Non. Non, voilà, c'était surtout... deuxième partie. Dans la deuxième partie, en effet, parce que le confinement était fini, et moi, j'étais parti en Bretagne pour travailler dans une résidence de scénariste. Et à ce moment-là, oui, les lettres que je lui envoyais, d'une certaine manière, c'était des souvenirs, des notes que j'avais écrites pour moi-même. En effet, et d'ailleurs, je lui dis, quoi, c'était des lettres, ou enfin des notes, ou les anecdotes de ma vie écrites dans mon carnet intime, et je cherchais à travers ces notes, à travers ces anecdotes, des réponses à des questions que me posaient dans ces lettres précédentes, d'une certaine manière. Elle s'inquiétait, évidemment, elle était dans une incertitude totale, comme tout le monde, comme le monde entier à cette époque-là. Et moi aussi, j'étais dans cette incertitude vis-à-vis de notre avenir, vis-à-vis de ce qui allait venir. Et comme l'avenir n'existait pas, c'était incertain, le présent se résumait en quoi? C'est juste être enfermé, regarder la télé, lire et communiquer à travers les portables. Voilà. Donc, le présent était aussi virtuel comme le futur. Donc, à moi, il restait que le passé. Quelque chose de plus tangible, des choses que j'avais vécues. Et je cherchais des réponses, dans mon expérience existentielle, bien sûr. Et vous dites à un moment, il faut mettre en récit ce qui nous hante, à propos justement de son histoire familiale, et puis sur cette question de l'écriture de l'intime. Est-ce que c'est de là aussi que viennent ces lettres, mettre en récit ce qui nous hante? Et plus généralement, est-ce que vous pouvez nous dire les différences fondamentales qui existent entre l'écriture de soi en Occident, une longue tradition de l'écriture intime, et puis en Orient? Vous faites un moment une analyse de la différence entre les deux. Oui, chez nous, en Afghanistan, on a du mal à parler de soi. Peut-être qu'on se prend pour des génies. Parce que, comme dit l'autre, il n'y a que le génie qui ne parle pas de lui-même. Mais voilà. Et peut-être ça, en dehors de ça, c'est qu'il y a une distance entre la vie sociale et la vie familiale, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ce qui est vécu à l'intérieur de la maison, donc ça ne se raconte pas
à l'extérieur, bien sûr. Et donc, une sorte de schizophrénie qui s'installe évidemment dans ces pays-là. Et si jamais on parle de soi, c'est toujours à travers des métaphores et des symboles et des paraboles. Donc, oui, tous les grands poètes perses, comme Rumi, comme Khayyam ou tant d'autres, ils n'ont parlé que d'eux-mêmes, bien sûr, mais toujours derrière les métaphores. On se cache. La vérité n'est pas accessible là-bas, c'est toujours caché. Voilà, c'est à cause de ça. Et sur la question de la langue, tous les deux, vous faites référence aussi à votre usage, votre double usage du persan d'un côté, du français de l'autre. Alice, je crois que vous dites à un moment que le persan vous vient pour tout ce qui touche à l'intime. Et vous, Atik, vous dites que le persan est plutôt la langue du réel, du présent, de l'immédiat. Est-ce que toutes ces lettres ont été écrites en français? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez traduites? Quel est votre rapport comme ça, la double? Après moi, le persan, je sais pas le lire. Je parle persan comme une petite fille de 10 ans. Mais je m'étais jamais posé cette question. Mais à un moment, j'avais une pièce de théâtre où je jouais le rôle d'une mère avec ses enfants au conservatoire. Et il n'y avait pas de texte, c'était à nous de créer l'histoire sur le plateau. C'était à base d'improvisation. Et puis ensuite, petit à petit, avec nos mots, le metteur en scène écrivait le texte. Et il s'avère que je jouais le rôle de la mère et je me suis vite rendu compte que je n'arrivais pas du tout à parler à mes enfants. J'arrivais pas du tout à leur parler, ou alors tout ce que j'avais envie de leur dire sortait en fait ou résonnait dans ma tête en persan. Et c'était étrange, en fait, en français, j'arrivais pas, dès que je voulais sortir un mot, il y avait une sorte de blocage, j'avais presque une honte comme ça, je sais pas d'où ça venait du tout. Mais après, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte bien après. Au moment où j'ai commencé à écrire, et au moment où je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi? Et à un moment, je dis à Atik, je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi, moi je suis née ici, j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici, alors pourquoi est-ce que j'ai honte de parler français? Je comprends pas du tout, puis pourquoi est-ce que ces mots, d'un coup, ils viennent comme ça, me bousculer en persan? Mais je me suis rendu compte que c'était parce que à la maison, tout ce qui était de l'ordre de l'intime sortait en persan. Donc du coup, c'était ma langue, c'était la langue de la mère en fait. Enfin, voilà pour le rapport de la langue. Voilà justement la différence générationnelle. Tout ce qui était quotidien, c'était de l'ordre intime. Et pour moi, tout ce qui est quotidien, c'est de l'ordre justement du réel. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de dire des choses, pas grammaticalement parlant, mais psychologiquement parlant. Plus facile de dire des choses sans métaphore, d'une manière directe en français. Le persan, cette langue dans laquelle je suis né, j'ai grandi, etc., était toujours lié à la poésie, aux métaphores. Donc, je n'arrivais pas à m'exprimer directement en persan. Dès que je commence à écrire en persan, d'un seul coup, je parle dans une sorte de lyrisme à l'oriental, comme dit Alice. Et Jean-Claude Carrère, feu mon maître. Voilà. Et c'était ça, bien sûr. Donc, parce que je suis tout petit, évidemment, j'avais commencé à la maison à lire des poèmes. Mon père était fou de la poésie, il est toujours d'ailleurs. Lui-même, il écrit des poèmes. Voilà, pour moi, c'était ça. Donc, et d'ailleurs, les 3 premiers livres que j'ai écrits, à savoir Terre et Cendre, Les 1000 maisons du rêve et de la terreur, et puis Le retour imaginaire. Quand on lit, ce sont des paraboles. C'est complètement, c'est pas
Pour moi, ce n'est pas une écriture romanesque, comme ensuite je l'ai adopté pour Pierre de Patience, Moodyssois Dostoïevski, etc. Il y a un changement. Et ce changement de l'écriture tient à ça, justement. Et pour en revenir au moment plus précis du confinement, vous dites, donc, Alice, vous étiez donc au conservatoire et le diplôme allait arriver, vous aviez une représentation prévue qui s'est arrêtée. Attic, vous dites à un moment, au début donc, du livre, que vous aviez un film en salle, les salons fermés, un livre qui venait de sortir, les librairies ont fermé, une galerie fermée, etc. Et on a l'impression que cette période-là, qui aurait pu être un moment de solitude, de création, vous a tous les deux coupé dans votre élan. Et comment est-ce qu'ensuite vous avez réussi à reprendre les projets en cours, ou est-ce que vous êtes reparti sur complètement autre chose d'un point de vue de création? Bah oui, puisque du coup il y a eu un livre. Oui. Alors que c'était pas du tout prévu. Et puis ensuite, non, le spectacle par exemple, je l'ai jamais repris. Enfin, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu rattraper, quoi. Oui, moi c'était vraiment catastrophe, comme pas mal d'autres gens, bien sûr. Mes amis, ils étaient tous dans le même état. Moi, j'avais justement le film Notre-Dame du Nil, pour lequel je venais juste d'avoir le prix L'Ours de Cristal au Festival de Berlin. Puis j'avais un livre que j'avais écrit au Rwanda, pareil. Le film était sorti une semaine avant le confinement. Le livre, au moment même en même temps que le film. J'avais aussi un opéra, à l'Opéra de Lyon, au mois de mai 2020, mais ça a été annulé, mais été reporté, ça a été joué cette année-là. J'avais aussi un film au Liban, etc. Oui, c'était catastrophique pour moi. Mais bon, c'est vrai que si j'avais pas toutes ces œuvres avortées, j'aurais pas écrit, évidemment. Mais ça vaut la peine, du coup, maintenant que je suis là, parler de ce livre et avoir fait quelque chose avec Alice. Oui, je dis, bon, peu importe, c'est pas grave. Vous voyez, Hocknor disait à propos d'un jeune suicidaire, dit parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses souffrances. Voilà. Il faut toujours savoir comment sortir quelque chose d'une tragédie, ou même d'un bonheur qu'on vit, bien sûr. Et j'avais une question par rapport à l'Afghanistan, parce que vous parlez donc bien sûr de votre exil, on y reviendra peut-être, mais aussi de vos voyages depuis 2001, vos voyages à chacun d'ailleurs en Afghanistan depuis 2001 et 2002, la chute des talibans. Entre la fin de l'écriture de ce livre et maintenant, les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Est-ce que vous avez pu malgré tout y retourner? Est-ce que ça change votre rapport à ce non, pays? moi, je ne peux pas retourner en Afghanistan. Quand les talibans sont au pouvoir, non. Tout ce que j'ai dit à propos d'eux et tout ce que j'ai écrit, ça va être compliqué pour moi. Oui, absolument. Donc, non. Mais j'aimerais bien y aller. Vivre à ce moment-là aux côtés des autres. Mais bon, c'est trop risqué, je crois. C'est comme ça. De toute façon, ça faisait un moment quand même que tu pouvais pas y aller. Oui, depuis... C'est vrai que moi, je suis retourné en Afghanistan très vite, après la première chute des talibans, espérant qu'il y aura un deuxième. En 2002, je suis retourné après 18 ans d'exil. Puis, j'étais un mois sur deux là-bas. D'ailleurs, c'est pourquoi Alice me reproche de temps en temps dans ses lettres, reproche mon absence fréquente, bien sûr. Et
et j'ai créé des ateliers pour les jeunes écrivains, les jeunes scénaristes. J'ai créé aussi une chaîne de télé pour la jeunesse avec un ami, etc. Donc j'étais assez impliqué dans la reconstitution culturelle de deux pays, oui. Mais après 2008, avec le livre Père de patience, non, ça a été devenu assez compliqué, oui. J'ai l'impression. D'ailleurs, il y a même à ce moment-là, il y avait une caricature publiée ici en France dans un journal. Il y avait deux femmes afghanes dans le désert afghan, évidemment voilées. L'une dit à l'autre, t'as entendu qu'Atik Raimi a eu le prix Goncourt? Il dit oui, mais heureusement que nos maris ne savent pas de quoi il s'agit. Donc... Et donc, toujours par rapport à votre lien à l'Afghanistan, vous re-racontez dans ces lettres les différentes étapes de votre parcours d'exil, les différentes tentatives. Il y en a eu plusieurs, ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous les retracer en quelques mots, et surtout sur le regard que vous portez aujourd'hui sur cette expérience? On a l'impression aucun regret, aucun remords, par exemple, de votre vie à Kaboul quand vous étiez plus jeune? Non, oui, malgré que j'ai vécu, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 11 ans, vraiment, j'ai vécu très bien. Mon père, elle était juge de la Cour suprême, avant, elle était gouverneur. Voilà, on était dans une famille aisée. Ma mère, elle était institutrice, etc., etc. Et c'est vrai qu'en 1973, quand il y a eu le coup d'État pour renverser la monarchie, mon père, royaliste, il a été arrêté. Et à ce moment-là, oui. Et donc, notre vie avait basculé vers autre chose, donc, bien sûr. Et puis, je suis... Après, 3 ans après, mon père il était relâché, puis il est parti vivre en Inde et je l'ai suivi. Donc oui, à chaque fois, je prenais des choses. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais jeune. Je ne pouvais pas dire qu'avec une certaine philosophie, c'était trop prétentieux. Mais peut-être c'était mon père qui me donnait cette distance par rapport à tout, oui. Ma mère, au contraire, elle était très, très affective. Elle était très, très croyante aussi. Pas trop, mon père, pas trop. Et voilà. Mais je ne regrette rien parce que tout ce qui est arrivé pourtant, c'était pas évident. Un jour, alors, justement, d'où vient ce goût de raconter à Alice ma vie? En effet, elle avait 12 ans, quelque chose comme ça, je crois, 12 ans. Un jour, comme ça, on parlait de tout et de rien. Petit à petit, je lui ai raconté l'histoire de mes parents, de mes arrière-grands-parents, etc., de tous nos désarrois, des aléas de notre vie, etc. Petit à petit, donc, je voyais qu'il y avait des drames sur drames dans cette famille, des tragédies, etc., notamment avec la mort de mon frère, etc. J'étais en larmes en lui racontant cette partie de ma vie. Et elle était toute jeune, toute excitée. Elle dit oh, oui, magnifique, continue. Moi, je chialais, et elle se rappelait. Et elle me disait peu importe tes larmes, tes désarrois, au moins tu as quelque chose à me raconter. Là, cette phrase m'avait beaucoup servi, en effet. Vu que, en fait, peut-être que je vis pour ça, c'est-à-dire pour raconter. Et pour vous, Alice, justement, le fait de recevoir toute cette expérience en héritage, vous l'avez rappelé, vous êtes né en France, vous avez grandi en France. Vous pouvez vous projeter dans certaines lettres si j'étais né à Kaboul, mais en l'occurrence vous êtes né en France. Comment est-ce qu'on fait pour
vivre cet héritage? Est-ce que il fait partie de vous sans être votre propre expérience? C'est un peu compliqué à vivre, non? Je saurais pas trop répondre à cette question. À vrai dire, j'ai pas encore trouvé la réponse. C'est ce pourquoi je crois que j'ai écrit. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé la réponse. J'ai toujours pas trouvé la réponse, mais tant pis, en fait. Je sais pas si j'ai vraiment envie de... Si j'ai envie de vraiment trouver la réponse. Je crois que c'est juste le fait d'avoir des questions, en fait. C'est juste que ça apporte énormément de questionnements. Et ça m'amuse. mais non, mais... Et puis aussi, voilà, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Voilà, mais en même temps, dans une des lettres... Des contradictions, il faut que je te sorte, là, des contradictions. Ah bah oui, dans une des lettres, elle dit, maintenant, tes histoires ne partiennent plus à toi, elles sont à la mienne. Mais parce que je les raconterai aussi à mes enfants. Voilà. En fait, on devient, comme il dit aussi dans une des lettres, on devient ces personnages d'un seul coup. Toujours, les parents deviennent les personnages de leurs enfants, comme quand elles jouent à la poupée. À la poupée, voilà. Oui, c'est vrai. C'est la continuité de tout ça, je crois. On est toujours dans le jeu. C'est vrai que petit à petit, plus je lisais ses lettres et plus je le répondais, plus je le voyais plus lui derrière son ordinateur en train de m'écrire. Mais j'imaginais vraiment des personnages. Et puis d'un coup, avec toutes ces histoires et tout qu'il me racontait, ça devenait vraiment Et puis c'était une possibilité aussi de pouvoir décortiquer un peu la famille et en fait de mettre à distance. L'écriture, je pense, me permettait de mettre à distance tous ces récits de famille. C'était ça d'un coup l'acte d'écriture, de pouvoir les décortiquer, de pouvoir les désosser, de pouvoir les modifier. Bon, oui. Voilà. Vous voyez notre état, nous, quand on est avec les enfants, désossés, décharnés, voilà. La vie est belle. Hein. Il y a un moment dont vous avez déjà parlé rapidement, que vous évoquez assez longuement plutôt vers la fin du livre, c'est cette fameuse journée du 10 novembre 2008. C'est le jour où vous avez eu le prix Goncourt. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que la lettre est assez drôle, l'état dans lequel vous étiez ce jour-là, et puisque ça a changé naturellement pour vous? J'étais malade. C'est vrai, je ne me rendais pas compte. J'avais un syndrome néphrotique, je ne sais pas pourquoi il était né. D'ailleurs, le médecin non plus. Mais avant de venir à ce jour-là, quand même, je dois ouvrir une petite parenthèse, parce que ça c'est qui est très drôle pour moi. Vous voyez, quand on est arrivé en France, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. On était reçus comme des princes et princesses. Hein. On nous avait mis dans un foyer. Et ici, à Paris, ensuite, au bout de 3 semaines, on était venu nous demander où est-ce qu'on voulait nous installer. Et là, moi, venu d'Afghanistan, je voulais dans un endroit, dans un petit village, calme, tranquille, dans le silence, etc. Donc, on nous a envoyés à Gaillon. Il y a un petit village dans le département de l'Eure, c'est entre Paris et Rouen. Hein. C'est un tout petit village. J'étais là. Et ensuite, 8 mois là-bas, une fois qu'on a eu tous nos papiers, on est allé à Rouen pour faire nos études. Voilà. Vous gardez cette histoire, les noms des villes, c'est important. Mais non, je raconte encore, il faut que je remonte encore plus. Oh là là, oui. Déjà, à cette époque, le seul livre que je lisais, c'est trop dit parce que j'avais du mal, mais que j'ai acheté et puis j'essayais de lire en français, c'était L'amant de Marguerite Duras. C'était 85 et venait juste d'avoir le prix Goncourt. Et l'année aussi, feu Paul Oczachowski-Lorenz a écrit sa maison d'édition. Donc, voilà, et
Donc, c'était pour moi, POL, était toujours lié à Duras, etc. Bon, enfin, c'est une longue histoire, comment je suis arrivé chez POL, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est fini. Bon, enfin, j'ai publié des livres. Et le jour J, c'est-à-dire quand j'ai eu le prix Goncourt, j'étais à la maison d'édition. Et Paul Tchaikovsky-Lorenz avait commandé un taxi. On monte dans le taxi et il demande au chauffeur de nous amener à la place Gaillon. Mais place Gaillon. Le village où j'étais, c'était quand même, c'était loin, c'est parce que 80 km. Retour à la case départ. À la case départ, je dis bon, peut-être c'était, je croyais que c'était un rituel, comme ça, à chaque fois qu'on a le prix Goncourt, il va aller dans la ville où on est né ou quelque chose comme ça. Voilà. Il dit bon, voilà, place Gaillon. Je dis bon, c'est quand même un sacré chemin. Et puis, au restaurant de Rouen. Et là aussi, je me dis, c'est quoi ça? Ensuite, de Gaillon, il fallait aller à Rouen, etc. Donc, tout a été confus dans ma tête. Et puis, voilà, arrive, je demandais à Paul, il me dit, il faut qu'on aille au village, c'est obligatoire. Il dit, non, Attic, là, tout près de l'opéra, il y a une place qui s'appelle Place Gaillon. Ah, d'accord, et restaurant de Rouen. Voilà. Je ne sais pas si André Breton dirait que c'était un hasard objectif. Voilà, c'était l'anecdote. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient poser une question, réagir sur ce qu'ils ont entendu ou sur ce qu'ils ont éventuellement lu dans le livre. N'hésitez pas, la première est toujours dure à poser. Oui, monsieur. Bonjour. Ouais. C'est Yves. Oh, bonjour Yves, enchanté. Ben voilà. Mais une jeune fille qui, tout d'un coup, échangeait avec un géant de la littérature moderne. J'ai que la fin, Yves. Alors, je recommence. Lorsqu'il vous a semblé évident que cet échange de mails ne serait pas qu'un échange de mails, mais deviendrait un livre, est-ce que vous avez été intimidé de ne plus être en train d'écrire à votre baba, mais d'échanger avec un géant de la littérature actuelle? Ou est-ce que vous voyez comme ça déjà? Non. Non, quoi. Non. Allez, j'attends. Attends. Vous avez vu? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais été intimidée. J'ai pas un... Échec. Elle me défiait. Et vous, Attic, me disiez que vous voyiez dans les lettres, dans les mails d'Alice, quelque chose qui devenait de la littérature. Et vous l'avez encouragée à aller plus loin. Vous pouvez développer? Elle m'a même intimidé. Ah, c'est elle qui vous a intimidé. C'est dans ce sens. C'est vrai que d'un seul coup, voilà, la fille, comme je les raconte, l'avant-dernière lettre, comment elle est née, que voilà, elle était dans mes bras, etc. Et maintenant, ça y est, elle écrit, elle m'envoie des mots, de temps à autre assez insolents, etc. Et que j'aimais. Peut-être aussi, vous voyez, elle était pour moi cette aiguille. J'avais envie de crier. Bon, enfin, oui, psychanalytiquement parlant, c'est très pervers, je sais, mais... mais parlant métaphoriquement parlant, hein. J'avais besoin justement à ce moment-là de quelqu'un qui me secoue, qui me
oui, qui me provoque. En effet. Et ça, j'attends juste dès deuxième lettre, j'ai senti ça. Et j'ai vu que, bon, oui. Et puis, oui, la phrase que vous avez beaucoup aimée, et aussi ça m'avait, je vous ai dit au téléphone que ça aussi ça m'avait bouleversé. Et, enfin, au début, ça m'a choqué, ensuite bouleversé. Quand je lui ai écrit, imaginez, hein, vous écrivez à votre enfant, tu me manques. Elle vous répond, tu ne me manques pas. C'était sympa. Hein. Mais Oui. Mais juste après, elle se rattrape. Ah. tu ne me manques pas comme tu me manquais quand tu partais en Afghanistan. Voilà. Et là, ça fond un peu le cœur. Hein. Ouais, ça va. Et c'est vrai que cette manière de jouer, et j'ai vu une sorte de la dramaturgie dans son écriture, une sorte de suspense. Et j'ai vu qu'elle ne me balançait pas des mots comme ça, mais chaque mot avait sa place. Et c'est là, alors qu'on n'avait pas du tout prévu de tenir, maintenir cette correspondance pour que ça soit publié, pas du tout. Mais c'est ça. Et je crois pour elle aussi, c'était une sorte de, voilà, d'exercice et de me montrer que voilà, elle savait écrire. Bravo, ma fille. Et pour moi aussi, d'un seul coup, comme je ne pouvais pas écrire, un autre texte ou écrire, mais continuer à travailler sur mon roman que j'avais entamé à ce moment-là, ni même j'avais des scénarios, j'arrivais pas à développer, et j'avais 2-3 idées de pièces de théâtre, non plus. Alors, aucun texte littéraire ne sortait. Et si de temps à autre, justement, je me laisse emporter par mon lyrisme oriental et par la poésie, justement, c'est par frustration. Comme je ne pouvais pas écrire, voilà, je ne travaillais pas sur mes textes littéraires, donc je déplaçais. Donc, c'est dans ces lettres destinées à Alice, dans lesquelles voilà, j'ai essayé de mettre voilà, tout ce que je ne pouvais pas écrire ailleurs. Donc, c'est peut-être ça aussi qui nous a amenés vers cette écriture un peu littéraire, oui, ça aussi. Oui. Attendez. Non, attendez. Ah, pardon. Oui, pardon. Là, on m'entend, oui. Donc, vous avez dit que vous aviez été traité, quand vous êtes arrivé en France, comme un prince. C'était merveilleux. C'était en 1945. On était en pleine guerre froide. D'ailleurs, comme aujourd'hui, on recevait les Ukrainiens voilà, avec certaines dignités, etc. Et à l'époque, c'était encore parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas tant de problèmes dans le monde non plus. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on était très... Et alors, ma question, oui. C'est peut-être pour ça que vous avez appelé votre fille Alice. Ah. Ça, vous allez Alice lire dans au le pays des livre. merveilles. Vous allez Alice lire dans au le pays des livre. Ah bah merveilles. oui, bien sûr. Ah, je l'ai lu parce que c'est dans le livre. Je ne connais pas le livre. Oui, dans le livre, toute une histoire D'accord. sur son prénom. Bah, Très bien. Ok. Alors, excusez-moi. Et ensuite, je suis absolument ravie que vous parliez de Nasreddin, que j'appelle Hoxha. Hoxha. Nasreddin Hoxha. Les Turcs l'appellent Hoxha. Ouais. Et nous, j'ai le livre et j'adore. J'adore. J'ai fait même un seul en scène avec ces histoires, l'histoire de Nasreddin. Comment vous? J'ai fait même un seul en scène avec des... Oh là là. Oh, j'aurais voulu être là. Ah là là, c'était à Paris, bien sûr, comme toujours. Non, c'était à Marseille.
Bon, Ah, alors, de je suis Baba, médisante. voilà. Je suis médisante. Voilà. Bon, Je ferai la prochaine fois ici. voilà. Alors, À vous, voilà. j'adore quand même celle où il dit tu peux battre ta femme si tu ne sais pas pourquoi, Elle elle le sait. Bah oui. Et ça, c'est vrai, ça. Même pas. Mais c'est horrible. Tu es horrible. Et alors, l'autre où Alors, il je vais cherche- vous il cherche raconter ses une autre clés histoire. un Je vais vous soir. raconter une autre histoire. Oui, oui. Un jour, Moulana Nasruddin, accompagné de ses disciples, ses élèves, marche dans la ville. À un moment donné, il ressent en pleine figure une poignée de poussière. Il dit, voilà, qui a jeté ça? Et on voit une femme non musulmane lui a jeté cette poussière de chez elle. Ses disciples montent pour faire descendre la dame et la tabasser un peu. Moulana Nasruddin dit non, faites pas ça. Lui donner des cadeaux et de l'argent. Il dit, mais Moulana, elle t'a quand même jeté de la poussière. Tu es représentant de l'islam, de la religion. Il dit, faites ce que je vous demande. Hop. On lui donne des cadeaux, etc. La femme, toute émue, dit, je vous ai jeté de la poussière et vous me donnez des cadeaux. Quel homme, quelle religion. Alors quand je me convertis en islam, elle devient musulmane. Et là, sur ça, Moulana Nasruddin se tourne vers ses disciples et dit, vous voyez, elle m'a jeté juste une poignée de poussière. Et moi, en la convertissant en bonne musulmane, je l'ai enterrée vivante. C'est pas moi, hein, c'est Moulana Nasruddin. Je sais que c'est pas très catholique, c'est pas très musulman. Oui, merci infiniment de partager avec nous votre intimité, entre guillemets. Puisque vous seriez né, vous seriez là pour raconter, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter votre histoire avec Notre-Dame du Nil? Moi, la question du Rwanda m'interpelle particulièrement. Merci. Ah, oui. Écoutez, en 1994, l'année où il y a eu le génocide au Rwanda, si vous vous souvenez bien de cette époque, il y avait 3 catastrophes, 3 tragédies. Le génocide au Rwanda, la guerre fratricide en Afghanistan et la guerre civile en Yougoslavie. Dès qu'on allumait la télé, la radio, on voyait que ces images d'horreur. Donc ces 3 tragédies étaient très gravées dans l'esprit. J'ai fait pas mal de films en Afghanistan et j'écris beaucoup. Je continue toujours à écrire sur l'Afghanistan. Mais je voulais aller aussi voir ailleurs, notamment au Rwanda. Qu'est-ce qui s'était passé, en effet? Et je voulais aussi voyager en Afrique. Et ce projet était tombé comme ça, par providence, pour que j'aille au Rwanda d'abord. Donc je suis allé la première fois en 2017 pour un mois et demi, rencontrer les Rwandais. Et puis, voilà, voir si je pouvais avoir un contact avec Rwanda, avec le peuple. Et là, j'étais vraiment subjugué par ce peuple, par ce qui s'était passé, évidemment. Vous voyez, en l'espace de 3 mois, 1 million de Tutsis assassinés. Et puis, aujourd'hui, arriver à cette entente, malgré les blessures très profondes qu'on rencontre chez chaque Rwandais, bien sûr, notamment chez les Tutsis.
Et puis voir aussi comment le colonialisme, comment la religion et comment la politique, et la géopolitique est jouée, et comment ils ont amené ce peuple vers ce génocide, évidemment, j'étais très, très, très touché. Et au début, c'était extraordinaire parce que j'ai rencontré beaucoup de Rwandais et Rwandaises. Et j'étais fasciné justement par la présence des femmes là-bas. Et notamment une dame psychologue qui m'avait dit une phrase extraordinaire, qui m'avait changé vraiment, qui m'avait donné une leçon extraordinaire sur l'histoire, avec grande H, à qui, évidemment, j'exprimais tout mon enthousiasme et puis mon bonheur d'être au Rwanda et voir qu'un peuple, après une telle tragédie, comment ce peuple s'est réconcilié, qui vivent ensemble et comment ils ont pu tourner la page. Et cette dame m'a dit une phrase extraordinaire. Elle dit oui, après chaque tragédie, après chaque catastrophe, après chaque guerre fratricide, il faut tourner la page, mais à une seule condition, qu'on ait lu la page d'abord. Et là, j'ai senti justement le secret de ce peuple, comment ils sont arrivés quand même aujourd'hui à cette entente et à cette paix. Ce que je n'ai pas trouvé chez moi en Afghanistan. En Afghanistan, on n'a pas eu ni la sagesse, ni l'intelligence de faire le deuil comme les Rwandais ont pu faire, en effet. Et je voulais même amener quelques crétins afghans là-bas pour qu'ils sachent, pour voir ce que c'est que la réconciliation, etc. Donc voilà, et pour moi, c'était une grande, grande expérience, en effet, au Rwanda, et j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, malgré cette tragédie qui s'abat sur l'Afghanistan, il y a eu quelque chose de très touchant au Rwanda, entre le Rwanda et l'Afghanistan. C'est qu'un jour, un de mes assistants m'appelle, l'année dernière, juste quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. Ils m'ont appelé et dit « Atik, tu t'es occupé justement de toute une classe de jeunes filles et tu les as filmées, tu as fait un film. Et aujourd'hui, imagine, il y a 200 jeunes Afghanes qui sont au Rwanda dans les écoles. » Donc, ça m'avait beaucoup touché, en effet. L'Algérie aussi. Absolument. Ah ben votre site, absolument. Oui, avec tout ce qui était entre les militaires. Absolument, absolument. Ouais. Mais malheureusement, à cette époque, c'est vrai, médiatiquement parlant, surtout en France, on connaît la relation entre la France et l'Algérie, bien sûr, mais ces trois tragédies l'ont porté sur le reste, bien sûr. Évidemment, il y avait tant d'autres tragédies, c'est sûr et certain. L'heure tourne, malheureusement, on n'a pas le temps de prendre d'autres questions, mais en revanche, on peut continuer l'échange si vous voulez de manière plus informelle, peut-être si vous voulez bien vous prêter au jeu de dédicace, et on pourra continuer un peu la discussion de ce biais-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Atik Rahimi et Alice Rahimi autour de leur ouvrage « Si seulement la nuit » paru chez POL, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 juin 2022, dans le cadre de l'édition 2022 du Marathon des mots. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.